il faut toujours avoir les mêmes habitudes. Ouais. Lorsqu'une habitude marche, il faut la maintenir. J'ai découvert une étude qui dit que plus on prend de décisions dans une journée, plus notre cerveau fatigue et devient irrationnel. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Alors, je vais te demander, est-ce que ça t'arrive d'avoir cette sensation d'être mentalement épuisé après une longue journée dans laquelle tu as pris plusieurs décisions et dans un cas dans lequel même des petites décisions deviennent difficiles? J'aime beaucoup que tu abordes ce sujet en début de vidéo parce que c'est vrai que de temps en temps, lorsque j'essaie de faire mon autocritique et que je vois pourquoi je me retrouve à être fatigué en fin de journée, la plupart des journées où j'ai ce sentiment d'épuisement, c'est lorsque je me retrouve à prendre plein de décisions qui bien sûr fatiguent mon cerveau et qui font que je suis dans un état où en fin de journée, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour pouvoir prendre des décisions qui à ce moment-là peut-être peuvent être importantes. Oui, le fait que tu aies mentionné l'énergie, je pense que c'est une bonne chose, parce que j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Il s'avère que dans la journée, on a une énergie, on va l'appeler l'énergie décisionnelle. Cette énergie-là, on la dépense dans la journée. Plus tu fais des décisions, plus tu en dépenses. J'aime bien ça, énergie décisionnelle, c'est bien dit. Ouais, une énergie décisionnelle. Je viens d'y penser d'ailleurs. Et tu en dépenses surtout lorsque tu passes beaucoup de temps pour une décision. Là, tu en dépenses beaucoup. Alors, je pense qu'il faut catégoriser les décisions. Est-ce que c'est une décision qui a un grand impact, petit impact ou bien moyen impact? Je pense que c'est important d'essayer de prendre exemple au niveau des gens qui ont réussi. Quand tu vois l'exemple, par exemple, de gens comme Bill Gates ou Zuckerberg, etc. Ouais, Steve Jobs aussi. Rien que, et beaucoup de gens peut-être, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils se foutent de leur gueule par rapport au fait qu'ils s'habillent toujours de la même façon, t-shirt, jean, etc., etc. Mais c'est des gens qui ont compris que pour pouvoir, et c'est des gens qui doivent gérer des milliers de personnes dans leur journée, tu vois. Mais pour pouvoir prendre des décisions importantes et pour pouvoir maintenir un navire qui pèsent plusieurs centaines de milliards de dollars et être investis dans les décisions importantes, ils doivent minimiser l'énergie qu'ils dépensent dans leur journée pour prendre les petites décisions. Ils minimisent, tu veux dire, l'énergie décisionnelle qu'ils dépensent. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a Mark Zuckerberg et Steve Jobs qui mettent toujours les mêmes vêtements. Bedros. Toi et moi, on le suit énormément et on a beaucoup d'inspiration par rapport à lui. C'est toujours le t-shirt noir, ouais, c'est toujours la même casquette. Bon, c'est des casquettes différentes, bien sûr, parce qu'il peut se le permettre, mais c'est toujours le même style de vêtements parce qu'il n'est pas là à devoir ouvrir son placard tôt le matin et commencer à réfléchir alors qu'il vient de se lever à est-ce que je vais mettre ça avec ça ou est-ce que je vais mettre ça avec ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont te dire tu peux faire ça la veille, mais faire ça la veille avant de dormir, ça va quand même fatiguer ton cerveau avant de dormir, ça va rendre ton sommeil un peu plus compliqué. Donc, l'exemple des gens qui ont réussi et qui ne se prennent pas la tête pour des décisions futiles, je pense que c'est hyper intéressant à prendre en compte. Oui, et en parlant de ça, ces décisions entre la nuit et le matin, je pense que c'est dommage que le matin, on va prendre une décision, ok, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, parce que le matin, le cerveau, il est frais. Il est frais et c'est le moment. Oui, et j'ai trouvé que c'est le moment dans lequel il faut essayer au maximum de prendre les grandes décisions. Exactement. Les décisions qui ont le plus d'impact. Et c'est pour ça que les gens comme Bedros, les gens comme Steve Jobs, ils essayent de maintenir cette énergie pour pouvoir faire les grandes choses. Et l'une des choses qu'on peut faire pour vraiment économiser cette énergie décisionnelle, c'est de déléguer un maximum possible. Vraiment de déléguer un maximum possible de tâches. Comme ça, moi, je suis là. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un comme Bedros, quelqu'un qui, par exemple, lorsqu'il va au boulot à 9h, la différence entre lui et l'employé lambda, c'est que lorsque Bedros se lève et qu'il a sa routine de matin, c'est ça pourquoi j'insiste sur la routine. D'accord. La routine, ça te permet justement de minimiser l'effort de réflexion dialecte. Tu sais que tu te lèves, tu sais que tu dois boire ton litre d'eau, tu sais que tu dois te doucher, tu sais que tu dois aller faire ton sport, tu sais que tu as tes habitudes et tes routines qui font que tu ne dépenses pas trop d'énergie décisionnelle. Tu prends ta voiture, quelqu'un qui a réussi par exemple à son chauffeur, il n'a pas les décisions à devoir prendre au niveau de la conduite, freiner, ralentir. Est-ce que je vais freiner? Tout ça, ce sont des décisions. Tout ça, ce sont des décisions. Et peut-être que la plupart des gens vont dire que c'est stupide, mais ça a un impact. Si ces gens ont réussi de cette façon, c'est que ça a un impact. Il ne faut pas faire les gens... Tu ne peux pas dire que c'est stupide. Lorsque quelqu'un, il est tellement minutieux au détail et que ça rapporte beaucoup plus de résultats. Je ne parle pas que de l'argent, c'est l'impact surtout que tu ramènes dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Mais justement, Bedros, quand il arrive à son boulot et qu'il a eu le pouvoir de déléguer les décisions qu'il a prises pour arriver jusqu'au boulot par exemple, et qu'il a imploré une routine fixe
qu'il suit dans sa matinée, eh ben, je pense qu'il arrive au boulot avec 99% de son énergie décisionnelle. Wow. Contrairement à quelqu'un qui, vu que sa journée, il a déjà pris énormément de décisions qui l'ont fait ralentir, arrive à peut-être 70%. Et ça a un impact énorme sur, par exemple, la réunion qui va être faite, sur l'intérêt et à quel point tu peux être dans ton élément. La qualité de réflexion, la qualité de conseil, la qualité des décisions qu'on va prendre. Si tu n'as pas une routine fixée, par expérience, pour moi et pour toi, lorsqu'on a une routine, est-ce que tu réfléchis à ce que tu dois faire? Non. En tout cas, pas dans ma matinée. Non. Je sais ce que j'ai à faire. Voilà, exactement. Et ça, c'est de la valeur. Par exemple, moi, je sais quand je vais me lever. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je dois boire telle ou telle quantité d'eau. Je dois faire mes ablutions, je dois prier, je dois m'entraîner. Mais je sais déjà tout. Donc, en fait, je suis un peu out. En fait, ta fatigue décisionnelle, au lieu de commencer dès ton réveil, elle n'arrive peut-être qu'en milieu de journée. Tu arrives à... Et ça, c'est beau. La décaler un petit peu. Oui, par exemple, j'ai un autre exemple qui est intéressant. D'accord. C'est un autre exemple que je peux essayer de dire. C'est un exemple qui me concerne parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu plein de fois. Par exemple, j'ai prévu d'aller à la bibliothèque pour réviser. Mm-hmm. On va donner le cas typique d'il ce qu'on appelle la surcharge décisionnelle. Qu'est-ce que c'est que la surcharge décisionnelle? D'accord. C'est un concept, c'est un effet qui te dit que plus tu as de choix, plus il est difficile pour toi de prendre de décisions. D'accord. Ok, élabore plus, s'il te plaît. En fait, je vais te donner un exemple. Lorsque tu pars dans un parking, plus il y a de places de parking, plus tu prendras de temps à choisir ta place de parking. Quelle est la meilleure place? Ouais, justement, en fait, il y a plein de concepts, je les ai notés, d'ailleurs c'est par rapport à l'aversion à l'erreur, le fait que le cerveau, et c'est psychologique, a peur de faire le mauvais choix. Plus tu lui donnes de choix, plus il a peur de faire le mauvais choix, plus il va prendre de temps à faire le choix en question. Mais on n'a pas ce problème s'il y a juste une place en fait. Bien sûr, parce que tu es conditionné au fait de prendre la place en question. Il y a aussi la surcharge cognitive. C'est le fait de forcer le cerveau à devoir faire plusieurs comparaisons entre différentes variables. Toujours dans l'exemple du parking. Cette place est à côté de l'entrée, donc à côté du gardien. Mais cette place est sous un truc qui permet d'avoir de l'ombre. Cette place est à côté de l'entrée secondaire. Cette place est plus grande. Cette place est plus petite. Cette place est serrée entre deux voitures. Toutes ces variables font que le cerveau doit, et c'est psychologique, il le fait dans tous les cas, même si tu ne le sais pas, analyser l'environnement et devoir prendre les décisions. Donc, revenons à mon exemple. La surcharge décisionnelle. Tu vas à la bibliothèque. Tu prends le temps de choisir ta place de parking. Toutes les variables qui rentrent en compte. Tu arrives à la bibliothèque. Toujours dans le même exemple. Plus il y a de choix, plus tu prends de temps à décider. Donc, tu choisis ta place. Là, ça, c'est psychologique. Là, sûrement, il y a des gens qui nous écoutent maintenant et qui vont se dire que ouais, ça me concerne. Parce que moi, ça m'a concerné à un moment donné. Je commence à choisir. Je me dis, ok, la table du milieu, la table d'à côté, la table du centre. Tu vas dans la bibliothèque, tu dis, ok, il y a plusieurs tables qui sont vides. Plusieurs places. Exactement. Où est-ce que tu te poses. C'est après avoir pris plein de moments de réflexion. Tu te poses. Une fois que tu t'es posé, tu commences à chercher la vidéo YouTube, le cours en question que tu veux réviser. Tu cherches entre plusieurs vidéos. Non, lui, je vais pas. J'ai déjà vu une vidéo à lui. Non, lui, je sais pas. Lui, c'est une vidéo de 10 minutes. Lui, c'est une vidéo de 20 minutes. Toutes ces variables rentrent en compte. Tu trouves tellement de choix. Donc toi, au lieu de avoir l'énergie nécessaire pour directement commencer à réviser, tu as fatigué ton cerveau juste avec des décisions entre guillemets inutiles, qui font que dès que tu arrives et que tu allumes ton PC et que tu choisis la vidéo, tu te dis ok, je dois faire une pause. Tu n'as même pas commencé. D'accord. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui diraient ça c'est stupide de penser à tout ça. Oui, mais ce n'est pas si stupide que ça parce que je crois réellement que tu as besoin de cette énergie décisionnelle pour venir et travailler. Donc si on bypass tout ça, par exemple tu te dis ok, je suis au parking, il y a plein de places. La première place qui est grande, je la prends. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Ouais. Et tu entres dans la bibliothèque, tu te dis ok, peut-être la place qui est à côté de la fenêtre. Routine, Hassan, la routine. Il faut toujours avoir les mêmes habitudes. Ouais. Lorsqu'une habitude marche, il faut la maintenir. Pour moi, la routine, ça arrive à bypasser toute cette fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle est inutile, bien sûr. Lorsqu'il y a une décision importante à prendre en compte, à ce moment-là, j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir utiliser mon cerveau de la meilleure des façons. Peut-être que je ne vais pas prendre la meilleure décision, mais au moins, j'ai tous les éléments de réflexion nécessaires pour prendre ce que je considère comme la meilleure décision. Je voulais aussi te demander, Hassan, est-ce que médicalement, tu sais ce que ça signifie, l'effet placebo?
Oui, je sais très bien ce que c'est un effet placebo. C'est lorsque un médecin, par exemple, il va vouloir traiter un patient pour une maladie, mais au lieu de lui donner un médicament qui est prouvé scientifiquement, qui va aider pour traiter la maladie, c'est du sucre dans une capsule, je crois. Et pourtant, ça marche. Par exemple, c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites par rapport au sucre avec dans une capsule qui a été donnée à certains patients et d'autres qui ont été traités naturellement avec des médicaments classiques. Et les résultats escomptés ont été les mêmes. Mais en détail, je vais te dire un peu ce qui se passe lorsque tu donnes, très simplement en détail, mais je ne vais pas rentrer dans les gros détails, mais en gros, ce qui se passe quand tu donnes un médicament à ton corps. Bon, en gros, le cerveau, il faut savoir qu'il n'est jamais passif. Il est toujours en action. Donc, lorsque tu lui donnes un médicament, ce qu'il se passe, c'est qu'il va libérer de la dopamine, de l'endorphine et aussi des opioïdes internes. D'accord. Et il faut aussi comprendre, et c'est hyper intéressant, que c'est exactement ce qui se passe aussi lorsqu'il pense que tu lui as donné un médicament. Là, il pense que tu lui as donné un médicament, et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Et pourtant, Exactement. il va libérer les endorphines et il va activer les mécanismes de récupération. Exactement. Et c'est ça la base C'est de l'effet extraordinaire. placebo. C'est ça la base de l'effet placebo. C'est que c'est une façon de se dire que mentalement, tout être humain a la force, grâce à la persuasion, de pouvoir se guérir soi-même. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert en médecine. Pour moi, c'est juste une façon intéressante d'aborder le sujet parce que toi et moi, on aime parler de tout ce qui est développement personnel et on aime comprendre que notre cerveau est capable de plein de choses de lesquelles on ne s'attend pas réellement. Voilà, donc ça va au-delà des médicaments et du médical. Je ne suis pas médecin, je dis simplement humblement que je n'ai pas une connaissance poussée en médecine. Tout ce que je sais, c'est que ça marche à un certain niveau. Je ne pourrais pas dire que ça guérit des maladies graves, etc. parce que je ne sais pas à quel point on peut travailler sur l'effet placebo. Mais ce que je sais, c'est que l'effet placebo existe, c'est qu'il y a des tests qui ont été faits et qu'il marche énormément, qu'il peut aussi, et j'ai un autre exemple en tête, guérir l'anxiété, aider en tout cas à guérir l'anxiété, tout ce qui est des troubles de dépression, l'insomnie aussi, parce qu'il y a une étude qui a prouvé que par rapport à ces syndromes-là, il arrive à pouvoir guérir d'une façon à ce que le corps les considère comme un antidépresseur. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très très bien. Et ça, c'est notable. C'est quelque chose qui a un rôle, pour moi, très important dans la quête du développement personnel, parce que grâce à l'effet placebo, on peut pouvoir être sûr que notre cerveau est capable de beaucoup de choses. Et je crois que c'est surtout la quête de comprendre les capacités du cerveau sur pas que le corps, mais tout ce qui est peut-être mental et l'état. Et je pense qu'il y a quelque chose, j'ai entendu parler d'opération fictive. Tu sais ce que c'est une opération fictive? Ouais. En 2002, il y a eu, oui. En fait, en 2002, il y a eu une opération chirurgicale qui a été effectuée sur le genou de plusieurs patients. Il y avait des gens qui avaient besoin d'une opération au genou. Et je pense si on marque opération fictive 2002, genou, chirurgie sur Internet, on peut retrouver ce que je suis en train de dire. Il y a des patients à qui on a simplement ouvert le genou, on n'a fait aucune intervention chirurgicale, on a refermé le genou. D'autres patients à qui on a ouvert le genou, on a fait l'intervention chirurgicale et on a refermé le genou. Et les patients ont eu la même amélioration en fait. Ils ont ressenti en tout cas la même amélioration. Après la fin, ils ont été endormis. Après la fin de l'opération, ils ont pu se dire « Ok, je me sens guéri ». C'est une sensation qui se développe dans le corps qui est inexplicable, cet effet placebo en question. Donc c'est le cerveau, peut-être qu'il a fait une analyse, ok, c'est pas aussi bon que c'est censé être, on va déployer nos mécanismes de récupération. Exactement. Tu sais, moi aussi j'ai un exemple de 2013, donc il est un peu plus récent, mais pour la maladie Parkinson. Parkinson, qui est une maladie qui est, voilà, elle n'est pas facile du tout, malheureusement. J'ai une de mes idoles, Mohamed Ali, qui a été touché par Parkinson. Ah oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel, Mohamed Ali. Oui, je l'idolise moi aussi en tout cas. Et donc pour Parkinson, ils ont pris deux groupes. La même chose. Ceux-ci, on va leur faire une implantation de cellules souches. Ceux-ci, non, pas d'implantation. Ils vont les ouvrir, mais pas d'implantation. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est que pour ceux à qui on n'a pas fait d'implantation des cellules souches, il y a eu une amélioration presque aussi considérable que ceux qui ont eu cette implantation de cellules souches. Donc, une opération fictive aidait à au moins traiter Parkinson. Bon, je ne vais pas dire que ça l'a guéri parce que on sait tous, c'est pas du tout évident. Je ne pense pas que toi et moi, on a le recul nécessaire pour pouvoir dire ce genre de choses ou affirmer ce genre de choses, mais lorsque on a fait nos recherches par rapport à l'effet placebo, on a pu découvrir des choses qui nous ont juste fait un effet waouh.
Il y a une phrase, par exemple, d'une grande prof universitaire, je ne sais plus de quelle université, mais c'est une femme, c'est une grande prof universitaire qui avait dit, c'est une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle a dit que l'esprit agit directement sur le corps, comme si la pensée elle-même pouvait avoir un pouvoir thérapeutique. D'accord. Et ça, c'est pas moi qui le dis, parce que je veux pas qu'on retombe sur moi en me disant que j'assume certaines choses. Il y a des profs universitaires, des grands spécialistes en médecine, qui affirment que l'esprit agit directement sur le corps, de la même manière que la pensée elle-même pourrait posséder un pouvoir thérapeutique. C'est-à-dire, ta volonté devient comme une réalité. C'est ce qu'on dit en anglais, on l'appelle mind over matter. C'est ce que tu imagines. Et en fait, je pense que on le fait déjà d'une certaine façon, parce que lorsque tu marches, lorsque tu bouges ton bras, ou bien tu lances une balle, tu ne penses pas, ok, je vais prendre cette balle en bougeant telle ou telle articulation, je vais lever. C'est des réflexes. Voilà, c'est des réflexes, tu le fais automatiquement. C'est intéressant que tu parles de ça et que tu parles d'effort physique, parce que l'effet placebo, il ne guérit pas seulement, il peut booster à travers diverses choses. Par exemple, à travers ce qu'on peut appeler comme la visualisation. Énormément de champions du monde, de grands athlètes, utilisent la visualisation, qui est une variante un petit peu de l'effet placebo, pour pouvoir atteindre leurs performances, en tout cas leurs objectifs de performance sportive. Par exemple, on a l'exemple d'un Conor McGregor qui, à travers la visualisation, avant tous ses combats. Et c'est là où beaucoup de gens normaux, vraiment des gens qui ne cherchent pas à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, vont se dire que c'est de la prétention, sauf que pas du tout. Ils s'entraînent, bien sûr, parce que si tu visualises sans entraînement, ça ne sert absolument à rien, mais il s'entraîne comme un fou, et il visualise, et il dit, et il arrive à se convaincre lui-même que quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse arriver, il sortira vainqueur. Tu sais, je vais te dire moi ce que je pense sur ça. Je pense que c'est à travers un entraînement très très difficile, mais pas que physique. Je pense qu'il y a aussi de l'entraînement mental, parce que ce n'est pas ok, je m'imagine en train de gagner le match, j'ai fait le coup final. Non. C'est toute une psychologie. Je pense que c'est toute une psychologie. Tu entres dans les détails. Il y a quelqu'un par rapport à ça, je trouve ça intéressant que tu le dises. Il y a quelqu'un que tu connais, Jake Paul, c'était un ancien youtubeur qui maintenant est boxeur. C'est quelqu'un qui, je ne suis pas particulièrement intéressé par son contenu. Il est un peu controverse. Oui, il est très controverse. Ouais, très. Voilà, je voulais être gentil. Bref, en tant que personne, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Par contre, c'est important d'avoir la maturité nécessaire pour analyser ce que chacun fait et voir le positif là où le positif existe. Bien sûr. Et Jake Paul, il a compris une chose, c'est que maintenant qu'il est devenu boxeur, je mets des guillemets à boxeur, mais maintenant qu'il est devenu boxeur, il investit énormément sur son développement mental, autant que sportif. Il a des infrastructures sportives qu'il a installées chez lui, etc., pour travailler son travail de boxeur, mais il investit une somme folle d'argent en psychologie, comment on peut appeler ça, en hypnose, etc., pour atteindre les objectifs. De plus en plus, on arrive à comprendre que la performance sportive est liée à la performance psychologique pour atteindre le résultat sportif concerné. Oui. Et d'ailleurs, je vais te donner mon exemple personnel là-dessus, j'ai appris ça dans la course, mais pas... C'est David Goggins qui en avait parlé. C'est l'esprit, pendant une activité qui prend une longue durée, l'esprit abandonne avant le corps. L'esprit abandonne avant le corps. Dans le mental, si tu abandonnes d'abord, tu as un peu mal aux jambes, tu as un peu la respiration, tu as un peu ça. Et par contre, j'ai un autre exemple. Mais c'est la même chose que se dire qu'à chaque fois qu'on finit un exercice ou qu'on se sent fatigué, beaucoup de personnes ont dit toujours cette même phrase que là, tu te sens fatigué, mais crois-moi que tu n'es qu'à 40% de ta vraie... The 40% rule. Yeah. Oui. C'est ça. 40% rule. C'est lorsque tu penses que tu as ton max. Voilà. Oui, voilà, je vais la définir. C'est lorsque tu penses que tu as ton maximum à 100%, mais tu n'es seulement qu'à 40%. Pour expliquer aux gens, tu n'es seulement qu'à 40% de ta capacité physique ou la mentale? Moi, je dirais les deux. C'est ça. Parce que d'ailleurs, physiquement, on n'a accès qu'à un petit pourcentage de notre vrai potentiel. C'est pour ça que lorsque quelqu'un a l'adrénaline, il est en plein d'adrénaline à travers son corps, il est capable de faire quelque chose L'exemple d'Eddie Hall. Voilà, c'est exactement ce que j'essayais de te raconter. Eddie Hall, lui, qui a soulevé 500 kilos en deadlift, un record mondial. En ce moment, il est en débat parce qu'il y a Thor qui a fait 501 kilos, mais c'était dans des conditions... Je ne sais pas si c'est de vrai poids ou pas. Voilà. Il y a la vidéo sur YouTube. Eddie Hall, il a fait un 500 kilos professionnel avec des experts qui sont venus assister. Mais pour le faire, parce qu'il y a des experts qui ont dit que c'est impossible. Le corps humain ne peut pas. Mais je te pose la question, est-ce que c'est la fameuse vidéo où il saigne du nez?
c'est la vidéo dans laquelle il s'est continue, mis. continue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné son esprit pour visualiser qu'il n'est pas en train de porter une barre de 500 kg pour un deadlift, pour une compétition. Il est en train de soulever une voiture, en train d'écraser ses enfants. Et il a vraiment, il s'est mis dans un état d'hypnose. Parce que si il y a une voiture qui est en train d'écraser ses enfants, ses propres enfants, il n'y a aucun moyen qu'il ne laisserait ça arriver. Alors il l'a cru et il était comme ça, il avait du sang, tu l'as vu? Oui, j'ai vu la vidéo, c'est impressionnant et ça montre le pouvoir de l'effet placebo et le pouvoir de la visualisation aussi. Il y a un dernier aspect aussi que j'aimerais aborder avant de finir, c'est alors ça a à voir avec la création de rituels, on appelle ça les rituels placebo. Je vais t'expliquer ce que c'est que les rituels placebo. C'est le fait de pouvoir assimiler un objet, une phrase ou peut-être même une personne à un sentiment de plaisir pour pouvoir atteindre un état de satisfaction dans notre corps et dans notre esprit positif. Je vais m'expliquer. C'est par exemple lorsqu'on est dans un état de stress ou d'anxiété, et ça arrive sûrement à tout le monde, on peut être énervé, et on a tous peut-être cette seule personne qui arrive à nous calmer. Ouais, c'est les rituels placebo. Les rituels placebo. Ça peut aussi être, par exemple, si on n'a pas cette personne, ça peut être aussi un objet. Par exemple, le fait de, lorsqu'on se sent dans un sentiment de plaisir intense, trouver un objet, le garder en tête, le visualiser et lier cet objet, et c'est des choses qui marchent, lier cet objet à ce sentiment de plaisir. Parce que la prochaine fois qu'on pensera ou qu'on sera au contact de cet objet, par exemple, on ressentira, et peut-être c'est un entraînement à faire, cet effet de plaisir dans notre corps, dans notre esprit. Oui, j'ai pas mal de choses à dire sur ça. C'est que Tony Robbins, lui, voilà, c'est un grand milliardaire qui fait plein de recherches sur tout ce qui est développement personnel, la psychologie. Il a fait énormément de recherches et il a publié sur son livre Unlimited Power tout ce qui est sur l'état. Your state. Okay. Et pour lui, l'important, c'est d'être dans un état de resourcefulness, c'est-à-dire vraiment tu donnes beaucoup de productivité. Et il nous arrive tu es de bonne humeur, tu rencontres quelqu'un et instantanément mauvaise humeur. C'est l'effet inverse. C'est l'effet inverse. Et en fait, je pense qu'il y a des moyens, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, d'avoir des ingrédients dans l'esprit, dans la visualisation, vraiment dans le détail. Tu penses à ça, tu t'imagines en train de faire ça, tu vois telle ou telle couleur. Et ces ingrédients-là, comme une recette, elle te met dans un état qui est positif et qui va t'aider à donner de la bonne productivité et des bons résultats.